Bienvenue sur ce 19e Triskaidekafili du 13 avril 2022. Ce soir, je reçois Katia Lanero Zamora qui va nous Bonsoir. lire un extrait de La Machine, son roman paru chez ActuSF. À toi de jouer, Katia. Alors, j'ai pas pris le début du roman à vous lire. J'avais envie de vous partager un extrait que j'ai beaucoup pris plaisir à écrire parce qu'en fait, pour moi, il y a tous les ingrédients de La Machine dans cet extrait-là. Donc, ça s'appelle La Machine. C'est paru en février 2021 chez ActuSF. C'est le premier tome d'un diptyque. Donc, je suis en train de travailler sur le deuxième tome. Et en fait, c'est un projet qui est un peu spécifique pour moi parce que je suis allée investiguer avec le médium de l'imaginaire la guerre d'Espagne. Vous avez entendu mon nom, Katia Lanero Zamora. Je suis d'origine espagnole et du coup, La Machine raconte l'histoire d'un pays imaginaire qui s'appelle donc Panim, qui a vu, il y a très peu de temps, une décade seulement, la démocratie s'installer, la République proclamée, et du coup, il y a un parti depuis 10 ans qui est en train de prendre de l'ampleur, qui s'appelle La Machine, un parti ouvrier, et qui n'est pas pour plaire justement aux longues lignées familiales qui sont bien établies, bien riches et bien installées. Et la première partie de ce diptyque raconte surtout le terreau fertile d'une guerre civile et on va suivre deux frères, Andrés et Villan, qui sont pourtant issus de la même famille, qui ont reçu la même éducation et qui pourtant, au fur et à mesure, vont se retrouver de part et d'autre du fossé que va créer la guerre civile. Eh ben, on pouvait pas mieux résumer. Merci. Je vous propose de plonger dans l'enfance de Villan et d'Andrés, alors qu'on va les suivre plutôt adultes, mais parfois il y a des flashbacks, et je vous propose de partager une partie de leur enfance. Eh ben, très bien, nous t'écoutons. Après la bagarre au verger, Andrés ne se risqua plus à désobéir à son père, du moins pas tout de suite. Il fallait d'abord regagner la confiance d'Agustina, sa gouvernante, et se montrer le plus charmant possible. La vérité, c'est qu'elle n'était pas dupe. Elle avait élevé les garçons depuis la naissance de Villan, elle les connaissait comme s'ils avaient été ses propres enfants, et elle ne jouait pas son rôle à moitié. Bien sûr, elle remplait leur mère à l'heure du conte quand celle-ci était trop fatiguée et les enfants raffolaient des légendes populaires et des histoires qu'elle inventait au fur et à mesure. Mais elle distribuait aussi les punitions, en raccord parfait de l'éducation que les parents souhaitaient leur donner. Lui vint donc l'idée de les punir elle aussi. Les enfants l'aideraient pour le reste de l'été à la cuisine en représailles de leur fugue pendant la sieste. Andrés voyait une vraie provocation dans le fait de l'obliger à rester assis à peler des pommes de terre quand il ne copiait pas des lignes pour son père. C'était intenable. Il se serait plaint s'il n'y avait pas chez son petit frère une tristesse qui ne cessait de grandir chaque jour. Ils étaient en train de peler une montagne de patates dans la cuisine calme au milieu de l'après-midi. C'était une journée humide, parfaite pour une bataille de boue, et des roulades sur le flanc de la colline. Même la pluie faisait envie à Andrés. La pièce de briques rugueuse et de bois sombre était fraîche. Agustina vaquait du four à la table de travail, du cellier à l'évier. Dans ses mains expertes, les textures et les couleurs des aliments se recomposaient en tableaux pour les estomacs. Andrés détestait le fait d'être puni, mais il fallait avouer qu'il aimait passer du temps avec Agustina. Elle dégageait une image de grandeur, et même s'il la rattrapait chaque jour un peu plus en taille, elle l'impressionnait toujours autant. Il ne lui manquait plus qu'une tête pour la dépasser, et il sentait que ce jour-là, il aurait une personne de moins pour le couvrir de sa protection. Mais c'était l'ordre des choses. Ce serait à son tour de prendre soin d'Agustina, elle qui avait dédié sa vie à sa famille. La regarder trier les lentilles brunes, laver l'encre des poulpes, retourner les tortillas frémissantes dans sa lourde poêle en fonte d'un geste élégant, restait un spectacle qu'il aimait. De l'autre côté de la table, Villan, concentré sur ses pommes de terre. Il ne parlait plus beaucoup depuis l'incident du verger, même si c'était Andrés qui avait pris les coups. « Hé, patate !» lui adressa-t-il. Villan se fit avoir. Il leva la tête de son couteau. « Vlan !»
Andrés lui lança une peau de pomme de terre qui atterrit sur sa joue dans un magnifique lac humide. Vian grimaça en la retirant et la balança en retour sur son Fred. « Arrête !» se plaignit Andrés. « C'est toi qui as commencé !» Des épluchures volèrent par-dessus la table, jusqu'à ce qu'Agustina, rouge de la chaleur que lui donnait son effort malgré la fraîcheur de la pièce, prononce sa formule magique. « Arrêtez !» Les deux garçons cessèrent leur guerre. « C'est lui qui a commencé !» se plaignit Vian. « C'est toujours pareil avec toi, faut que tu balances !» Vian comprit la pique et se mit en colère. « Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Rien, ça suffit !» De nouveau l'ordre les ramena au calme. « Je suis censé préparer ce dîner pour votre oncle et votre tante. » Andrés posa la tête sur ses avant-bras étalés sur la table en signe de capitulation. « Oh non !» geignit-il. « Agustina, dis-moi qu'ils ne viennent pas avec Puchero. » La gouvernante lui jeta un œil amusé. Le garçon geignit encore plus. « Je ne vois pas ce que tu as contre Puchero, » reprit Vian. « Déjà, rappela Agustina, arrêtez de l'appeler comme ça. »« Mais il pleure tout le temps, » se plaignit Andrés. « Il y a un autre garçon, dans cette pièce, dont j'entends les geignements depuis ce matin et qui commence sérieusement à m'échauffer les oreilles, » piqua-t-elle, sèche en versant les lentilles triées dans une casserole d'eau bouillante. Cela eut le mérite de le faire taire. « Vous serez gentil avec votre cousin, mais... » Un mais de plus, et je trouverai une façon de te pourrir la soirée aussi, Andrés. Il se tut. Vian le couvait d'un regard moqueur, tout en épluchant les patates à allure constante, ce qui lui valut de finir sa moitié. Très fier, il se leva, triomphal et provocateur, et dit « J'ai fini, Agustina, je peux aller jouer, moi ?» La gouvernante vérifia ses dires. Andrés sentait qu'il allait être difficile de ne pas bouder. Quand elle le remercia et lui permit de se retirer, l'aîné décida de se montrer consciencieux et appliqué pour ne pas subir un énième sermon. Vian s'en alla à pas dansant, jusqu'à se retrouver dans l'embrasure de la porte, hors de la vue d'Agustina, et se retourna, le gratifiant d'une langue bien pendue. Andrés, arrimé à sa punition, serra les dents pour lui-même. Ils étaient à présent seuls dans la cuisine, avec le tas de pommes de terre à la chair juteuse pelée à la perfection qui les narguait. « Tu sais, Andrés, c'était parti pour la leçon. » Le garçon se concentra sur sa patate pour ne pas montrer l'énervement qui aggraverait son cas. « Vian, il voulait juste t'aider. »« À cause de lui, on est puni tout l'été. Je n'avais pas besoin de mon père. » Imagine un instant qu'on s'en prenne à ton frère, mais tu inverses les rôles. Tu es trop petit pour défendre Vian. Et tu le vois se faire battre par les grands, comme il a dit, et tu ne peux rien faire. Est-ce que vraiment tu n'aurais rien fait ? Andrés dut admettre que cela lui semblait impossible. Il avait ressenti une telle rage quand le grand garçon avait percuté son petit frère. « Un jour, continua Agustina, Vian sera assez grand pour te protéger comme toi tu le protèges. Et il le fera bien, j'en suis persuadée. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toi qui dois te mettre à sa place et lui pardonner. » Les mots d'Agustina lui permirent de reprendre son travail avec plus d'entrain. Après ces dernières patates, il irait s'excuser auprès de Vian, et ensemble, ils prépareraient quelques jeux et pièges pour rire du cousin Puchero. Il n'y avait que les bruits de la pluie dans la cour, de l'eau bouillonnante et de l'huile grignotant les tranches de chorizo dans la poêle. Agustina n'ajouta plus rien et continua sa recette avec la confiance de quelqu'un d'expérience. Andrés avait presque terminé son comtat de pommes de terre quand son œil fut attiré par un mouvement à travers la fenêtre de la cuisine. Le parc et la cour étaient déserts jusque-là, mais, à bien y regarder, quelqu'un arrivait. C'était une silhouette trapue, pliée contre le vent et battue de gouttes de pluie qui avançait sans couvre-chef, les bras serrés sur sa poitrine. L'homme s'engagea dans l'allée de service. Maintenant qu'il pouvait mieux le voir, Andrés lui trouva l'air d'un aventurier égaré. « Agustina, il y a quelqu'un qui vient !» La femme essuya ses mains sur son tablier et s'approcha de la fenêtre. Elle laissa simplement échapper. « Tiens donc ! On dirait un mineur, mais je ne crois pas que je le connais. C'est toi ?» Le petit garçon bondit de sa chaise et accourut près d'elle. « Non, moi non plus je ne le connais pas, » dut-il admettre. Plus l'homme s'approchait, plus les traits de son visage s'adoucissaient. Et quand il fut à la porte, Andrés put voir que c'était un très jeune homme. Agustina ouvrit la porte de la cuisine et lui fit signe. Il les rejoignit, tout en restant poliment sur le pas de la porte sous la pluie. « Bonjour !» Un simple mot, mais Andrés perçut de la chaleur, de la joie et beaucoup de respect dans sa voix. Agustina s'écarta du passage. « Est-ce que je suis bien à la finca Caballol ? Mais entrez donc, vous allez attraper la mort !»
Un sourire piqué de 2 fossettes canailles éclaira le visage de l'étranger, et il haussa les épaules. « Merci, madame, mais je suis crotté jusqu'au caleçon, et je ne voudrais pas inonder votre cuisine. »« Allons bon, ça suffit, entrez !» Il lui obéit en jetant un regard circulaire à la cuisine. Ses yeux pétillants se posèrent sur Andrés. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous aventurer jusqu'ici comme ça, sous cette pluie ?» Tout en parlant, elle avait cueilli la cafetière et lui avait servi une tasse de café. Le jeune garçon tenait maintenant la tasse fumante entre ses mains rougies. « Je m'appelle Joscha Guerouti. Ce sont les gars de la taverne El Fogon qui m'envoient ici. Je suis arrivé ce matin avec ma femme et ma fille et je cherche du travail. » Il avait un débit de parole chantant et une voix chaleureuse. Il ne s'exprimait pas, il enchantait les oreilles. Pourrait-il parler au douane ? On lui avait dit qu'il trouverait du travail à la mine. Il avait une recommandation de la corporation et il sortit le papier de la poche intérieure de sa veste. Il avait travaillé à Zumaina et à Garissi depuis son plus jeune âge. Sa femme cherchait du travail comme couturière et sa fille de 9 ans avait déjà passé plusieurs étés dans les champs. Agustina parut embêtée. « Écoutez, nous vivons une drôle d'époque, il n'y a plus de travail aux champs. Don Caballol n'embauche plus, les saisonniers sont au complet et les mineurs, une fois qu'ils ont leur place, ils s'y accrochent comme une moule à un rocher. S'il vous plaît, madame, nous avons traversé tout Granadera et Ventéol à pied. Nous pouvons continuer jusqu'en Euresca, mais mineur est mon métier, il n'y a pas de mine là-bas. » Agustina soupira. Andrés reconnaissait l'air sur son visage. Elle allait capituler. « Bon, ne bougez pas, je reviens. » Un sourire lumineux se peignit sur le visage du mineur. « Merci infiniment, je ne vous promets rien. Don Caballol a déjà beaucoup donné en début de saison pour contourner les quotas de la Coprène. C'est rien, c'est l'attention qui compte et je vois que vous êtes une bonne personne. » Elle rougit un peu et pour parer à sa gêne, revint au petit garçon puni. « Douane Andrés, finissez-moi ce tas de patates ou mon dîner ne sera jamais prêt. » Elle partit en quête de plus d'informations à l'étage. Soudain, Andrés ne savait que faire. L'homme dégageait une joie muette qui contrastait avec la mine déplorable de ses vêtements et de ses chaussures. Une flaque d'eau se dessinait en auréole sur le sol. Il jouait avec sa tasse pendant que le silence s'éternisait. Andrés ne le quittait pas des yeux, fasciné par ses larges épaules, ses fossettes qui piquaient ses joues recouvertes d'une courte barbe de 2 jours, ses mains noircies de charbon, robustes et crevassées, un ongle sale. « Alors, vous êtes mineur ?» demanda le garçon, brûlant de curiosité. Le jeune homme le salua de la tête comme s'il lui avait demandé s'il était un prince. « Absolument, Joscha pour vous servir, douane. »« Andrés, est-ce que Douanito vous conviendrait comme surnom ?» Andrés sourit. « Je préfère Andrés. »« Comme vous voudrez, Douanito. » Andrés sut immédiatement qu'il aimait cet homme. Il se remit à éplucher les patates avec minutie, bien que toute son attention soit tournée vers le mineur. Joscha s'assit à la place qu'avait occupée Villan, et à la grande surprise d'Andrés, se saisit du couteau et se mit à éplucher les pommes de terre. En fait, c'est ma punition, avoua Andrés, embêté. Et alors ? S'écria Joscha. Ça ira plus vite à 2, non ? Un réconfort chaleureux envahit le petit garçon, honoré de tant d'égards. Monsieur Joscha, jusqu'où est-ce que vous êtes descendu dans la mine ? L'intéressé prit le temps de boire une gorgée du café encore tiède et réfléchit. Au moins 20 mètres sous terre à Zumaina. Andrés ouvrit grand les yeux et évalua la distance qui séparait la porte de la cuisine du muret de la cour, ce qui représentait, selon lui, à peu près 20 mètres. Wow ! Mais 20 mètres, ce n'est rien à côté de mon ami Cienito, ajouta Joscha sur un air soudain mystérieux. Andrés se rassit précautionneusement sans quitter le jeune homme du regard. « Qu'est-ce qu'il a fait, votre ami Cienito ?» Joscha, concentré sur les pommes de terre, expliqua. « Vous voyez, Douanito, dans la mine, on ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Les heures passent, et si nous ne mesurons pas la longueur de nos chandelles, notre montre pourrait s'arrêter sans qu'on pense à la remonter, et nous pourrions oublier le temps. Oh, »« Oublier le temps » répéta Andrés. Le jeune homme planta ses yeux cernés dans ceux du petit garçon. « Il fait si noir, Douanito, qu'on se croirait, pardonnez-moi l'expression, dans le trou du cul du diable. » Andrés explosa de rire. Et lorsque les hommes s'arrêtent de creuser, il y règne un silence tel que sans lumière, n'importe qui deviendrait fou. Andrés joignit ses mains sur la table tout en se penchant encore un peu plus vers le jeune homme. Tout habité par son histoire, celui-ci continua d'un air de confidence. « Mon ami, Cienito, il a creusé.
creuser, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne savait plus où était le haut, où était le bas. La terre était en train de l'avaler tout entier. À ce moment-là, Duenito, pour un mineur, c'est déjà trop tard. Le cœur d'Andrés battait la chamade. Le silence l'enveloppait, étouffant ses appels à l'aide. Le conduit était si noir qu'il ne pouvait pas se retourner. Et malheureusement, quand il jeta un coup d'œil à sa montre, elle s'était arrêtée. Et il creusait depuis combien de temps? Joscha hocha la tête dramatiquement. Personne ne le sait. Et lui non plus, parce qu'il n'avait pas non plus apporté assez de chandelles. Et bientôt, il dut renoncer même à la lumière. Le petit garçon se sentait suffoqué. Savez-vous ce qu'il a fait, Duenito? Andrés fit non de la tête. Il a pris ses outils et il les a usés l'un après l'autre sur la roche de plus en plus dure, de plus en plus chaude. Il paraît que lorsque même la petite cuillère que sa femme glissait dans le sac de son déjeuner rendit l'âme, il utilisa ses ongles. Les yeux d'Andrés se posèrent malgré lui sur les mains de Joscha. Et alors qu'il faisait une chaleur suffocante, il comprit qu'il arrivait au centre de la terre. Là où personne n'est jamais allé, Cienito a découvert. La porte de la cuisine claqua, arrachant à Andrés un cri de stupeur. Agustina, de retour, avisa d'un regard distrait l'étrange scène qui se déroulait là, mais ne releva pas car elle avait un air contrit. « Monsieur, je suis vraiment désolée, jeune homme. Don Caballol ne peut pas vous recevoir. Il n'a pas de travail pour vous. » Le visage de Joscha se transforma instantanément. Une peine et une douleur indescriptibles se peignirent sur son masque lumineux. « Mais vous savez, madame, je sais aussi balayer, je sais couper du bois, récurer. » « Désolé, monsieur Girouti. » Il luttait pour rester digne et se releva d'un coup. « Ce n'est rien. Merci d'avoir essayé, madame. Nous allons continuer notre route. » Joscha posa une main chaude sur sa tête rousse. « C'est ça la vie des ongles sales, » dit-il avec un sourire triste. Agustina ne tenait plus et, agitée, griffonna quelque chose sur son calepin en laissant échapper un « Oh mon Dieu, j'y crois pas » avant d'arracher la page. Elle tendit un petit bout de papier au mineur. « La mine est à 5 km sur la route à main gauche, quand vous montez. Demandez à parler à ce monsieur. Qu'il vous prenne à l'essai. Dites que c'est de la part d'Agustina. Et s'il est récalcitrant, parlez-lui du barrage du fleuve Émeraude. » Le visage du jeune homme s'illumina et il hésita un instant avant de se jeter au cou d'Agustina pour l'embrasser. Il piqua 2 baisers bruyants sur ses joues et Agustina rit. « Merci madame, merci, je savais que vous étiez une bonne dame. Allons, ne traînez pas, ils vont bientôt changer d'équipe pour la nuit. » Il sortit d'un pas enjoué. Andrés sauta de sa chaise et courut sous la pluie pour le rattraper en ignorant les protestations d'Agustina. Il retint le jeune homme par le pan de sa veste. « Attendez! Qu'est-ce qui est arrivé à Cienito ?» Joscha sourit. Un sourire comme Andrés en avait peu vu dans sa vie. Un sourire de chaleur, de générosité, qui réchauffait le cœur et pouvait apaiser les tourments. Un sourire de confiance. Andrés se sentit exister alors que le mineur finissait son histoire. « Tout ce que je sais, Duenito, c'est que depuis, je reçois des cartes de Bianchi. » Andrés ouvrit les yeux ronds de surprise. Il a traversé la terre! Quelque part, il y a un couloir creusé à la petite cuillère qui relie Zumeina à Taiyang. Mais il faut être maigre comme Cienito, ou petit comme un enfant pour le traverser. Il agrémenta sa conclusion d'un clin d'œil et tourna les talons. Et Joscha conclut l'histoire en brandissant son poing, sûr qu'Andrés le regardait toujours. Agustina arriva avec un parapluie et soudain, Andrés fut au sec. « A-t-on hideux, franchement, Andrés, avec tout le travail que j'ai, me faire ces misères? Vous êtes impossible, ton frère et toi !» Elle le ramena à l'intérieur et il la suivit à contre-cœur. Installé à la fenêtre, il regardait la silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le muret. Même de dos, Joscha Girouti semblait sourire. Voilà. Eh bien, merci Katia pour cette lecture qui n'est pas un exercice très facile. Voilà. Non, surtout que j'avais un peu peur qu'il y ait des problèmes techniques, mais on dirait que ça a été. Mais oui, ça a été. Et voilà, sous les applaudissements nourris de l'audience, n'est-ce pas, Chimère? Donc, c'était cool. Ben, merci à vous d'avoir écouté. On sent que ce personnage de mineur, Joscha, c'est un de tes personnages préférés que tu as beaucoup aimé faire vivre. Oui, en fait, c'est vraiment, il n'est pas tellement présent dans le tome 1, il est présent surtout dans la ligne du passé, parce que c'est vraiment une personne qui va
influencer, inspirer, donner de l'espoir au petit garçon qui était Andrés, Mhm. euh, et qui malgré lui va provoquer quelque chose de tragique dans toute l'innocence de l'enfance. Mais c'est vraiment un personnage détonateur dans l'histoire d'Andrés. Oui, il va catalyser en fait son engagement politique, hein. Totalement, avec un mélange en fait de fascination, de culpabilité, de désir d'engagement pour réparer des choses et en même temps pour imaginer un futur, plus, comment dire, plus égalitaire. Et parce que bon, il faut me remettre dans le contexte, les ongles sales, c'est ainsi que se désignent les ouvriers, les mineurs, enfin les populations laborieuses, c'est bien ça? C'est ça, laborieuse, les paysans. En fait, c'était une expression que ma grand-mère utilisait pour parler des gens qui travaillent avec leurs mains, en fait. Oui. C'est très difficile d'avoir une manucure qui est parfaite lorsque on pétrit du pain, lorsqu'on doit faire la lessive, lorsque on est les mains dans le cambouis ou les mains dans la terre. Donc c'est un terme que j'ai repris justement pour parler de la caste plutôt ouvrière, paysanne de Panim. D'accord. Melchior demande du coup si c'est une dystopie ou une utopie. Euh, alors, on a préféré parler d'allégorie politique parce que, comment dire, comme dit Margaret Atwood, l'utopie des uns est forcément la dystopie des autres. Donc, vu que j'ai les deux points de vue à travers les deux frères, et encore, en fait, maintenant que je suis à fond sur le tome 2, je peux dire que c'est plutôt une dystopie. Même si elle se situe dans le passé, est-ce qu'on peut parler de dystopie dans le passé? Euh, oui, enfin en même temps ça reste un monde un peu imaginaire. Ça reste entre l'allégorie politique et l'uchronie, puisque je réinvente comme, enfin, je m'inspire très fort d'un passé qui a existé, mais en me le réappropriant justement pour comment dire, j'avais vraiment besoin de laisser de côté l'exactitude historique Oui. pour pouvoir pétrir la matière d'une manière émotionnelle. Je sais que ça paraît un petit peu étrange Je vois à peu quand je près. dis ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, je réponds à toutes vos questions, évidemment. Chimère qui dit une uchronie dystopique. Non mais oui, Pourquoi pas? je vois un petit peu parce que ça reste quand même historiquement et d'un point de vue réaliste très c'est accurate en anglais, mais Mhm. très très réaliste. On voit un peu qui a le vécu. Tu as dû écouter les histoires de tes grands-parents. Oui, absolument. Donc, je me suis beaucoup inspirée de la transmission de la mémoire familiale de manière orale, puisque mes grands-parents sont venus avec quasi rien en Belgique, donc il faut dealer avec le manque de documents, de sources vraiment tangibles. C'est une tradition plutôt orale dans ma famille. Et après, Andrés et Vian, les deux frères, sont totalement inventés et sont un peu comme une métaphore en fait des deux pans de l'Espagne, si je schématise, parce qu'il n'y avait pas que deux pans que deux rangs qui s'affrontaient, mais c'était multi. C'était très compliqué et très complexe à comprendre la guerre d'Espagne, mais j'ai décidé de catalyser en Vian et Andrés les oppositions les plus extrêmes. Et ces deux personnages-là sont vraiment inventés. Ils sont vraiment arrivés lorsque je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de la guerre civile en prenant comme thématique son synonyme de guerre fratricide, en me disant, mais tiens, qu'est-ce qu'il pourrait se passer si c'était vraiment deux frères qui devaient s'affronter? Et par contre, il y a énormément de personnages secondaires qui sont directement inspirés de ma famille. D'accord, parce que en même temps, je pense qu'il doit y avoir des familles qui se sont déchirées, des frères qui se sont affrontés ou des parents qui ont viré leurs enfants parce que, par exemple, les uns étaient des fascistes et les autres républicains. Enfin, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de larmes et de luttes Oui, tout à internes. fait. Tout à Voilà, fait, avec parfois des aberrations totales. Mhm. Totalement. Enfin, par exemple,
Pour donner un exemple précis, ma famille était ongles sales, donc toujours ouvrière, mais quand mon arrière-grand-mère a dû fuir avec ma grand-mère qui avait 2 ans, ma grand-mère qui avait 1 mois et son fils qui avait 2 ans, elle a dû partir sur les routes avec le flot de réfugiés. Lorsqu'elle est revenue dans son village quelques mois plus tard, sa maison avait été pillée, ses robes avaient été volées et en fait, elle les voyait portées par les voisines qui étaient pas spécialement plus riches qu'elle, mais d'une autre tendance politique. Et du coup, elle a dû se reconstruire dans ce village en voyant ses affaires portées, pillées par d'autres personnes qui avaient été protégées par leurs opinions politiques. Oui, Donc t'imagines un peu. Mm. ce genre de choses arrivait déjà à son niveau, elle qui était paysanne. Alors je n'imagine pas ce qui a pu arriver dans toutes les franges de la société au final. Oui, surtout que peut-être c'était des voisines avec qui elle s'entendait bien avant la guerre, justement, avec qui elle faisait des travaux, elles échangeaient des potins. Oui, Mm. absolument. Et même se garder les enfants les unes les autres, se donner des filons pour pouvoir travailler, ce genre de choses, bien sûr. Oui. Ben, j'avais vu les mêmes genres de témoignages au Rwanda. Enfin, bon, c'est un peu plus hardcore malheureusement parce que ce ne sont pas que les soldats qui ont commis des atrocités. C'était Bien aussi, sûr, comme il disait, les les avoisinants. miliciens. Mm. Mhm. Les civils ont aussi pris la machette pour s'en prendre aux Tutsis. Et là, c'était Oui, tout pareil. à fait. Il y avait, ils convoitaient leurs richesses, ils profitaient de ce que les Tutsis soient en fuite ou morts pour prendre leurs chèvres, leurs maisons, enfin, ils Mhm. faisaient des grandes fêtes après chaque massacre, quoi. C'était, on oubliait toute humanité d'adversaires pour s'emparer de ce Il y a qui un leur truc un appartenait. peu cathartique, j'ai l'impression, Oui, dans ce genre de situation, de cathartique, de libération d'une, je sais pas moi, les plus bas de plus. instincts. Ouais. C'est ça, exactement, des plus bas instincts, des plus cruels désirs comme ça, de possession et de revanche, puisque la délation, c'est monnaie courante dans ce genre de situation aussi. Oui, tout à fait. Ça s'est vu dans pratiquement tous les pays, dans toutes les guerres et les Oui, cultures. c'est pour ça que la couleur très espagnole, j'y tenais vraiment parce que y a rien à faire, c'est un roman de transmission aussi quelque part. Comme j'aime le dire, c'est mon Espagne fantasmée. Mhm. Parce que je suis née en Belgique, mes parents sont venus en Belgique avec mes grands-parents. Ma mère avait 4 ans, mon père, pardon, avait 2 ans. Et en fait, ils ont été nourris des deux cultures très très fort. Et du coup, l'Espagne que je décris dans La Machine, c'est vraiment l'Espagne telle que moi je l'ai reçue en héritage. D'accord. Euh, oui, ça c'est l'Espagne, une espèce d'Espagne fantasmée, un paradis perdu en quelque sorte. Oui, ou bien, comment dire, vraiment condensé dans ce que moi j'en ai pu vivre intensément de manière très très courte chaque année en allant en vacances, en revoyant Oui. la famille qui était restée là-bas. Mhm. C'est vraiment un condensé du meilleur, puisque c'est aussi quelque chose d'un peu utopique. Moi, je n'ai jamais, enfin, à part l'époque où j'ai habité en Espagne parce que j'y faisais une partie de mes études, ce n'est pas mon quotidien. Donc forcément, l'Espagne a quelque chose d'onirique pour moi. D'où l'envie de le transmettre via un pays imaginaire. Mm. Et quelle est la part d'imaginaire justement, parce que ça reste quand même une représentation assez réaliste, avec l'épluchage des patates pour la tortilla, détail qui a beaucoup intéressé Chimère et Céline. Ah voilà, c'est un plat familial quand même la tortilla. C'est toute une entreprise. Je sais pas si vous avez déjà fait des tortillas de début à la fin, mais c'est franchement un truc qui prend plusieurs heures et prend plusieurs étapes pour être au final englouti à une vitesse qui est Ah mais c'est absolument c'est scandaleuse. délicieux quand c'est bien fait. Sheikh Melchior Voilà. m'en fait des super bonnes. Enfin, il a fait à la mode argentine. Bouh, on se régale. Oh là là, Mais je oh, reste bon. délicieux, oui. Ouais, les tortichas. Al- ouais. Alors la part d'imaginaire, je vais dire que je l'ai mise dans tout ce qui était construction politique, géographie, justement pour passer au tamis la complexité des choses, sans vouloir comment dire. Mon but n'était pas de simplifier, mais d'arriver à un monde assez complexe, mais avec des référents qu'on pouvait les lecteurs pouvaient s'en saisir directement pour pouvoir entrer de manière émotionnelle tout de suite grâce aux personnages. D'accord. Donc l'imaginaire, c'est vraiment toute la structure politique
où je me suis inspirée des grands partis, des grands courants en Espagne et des grandes étapes de la guerre civile, enfin en tout cas là pour le coup de la préparation à la guerre civile, pour avoir la liberté de mouvoir mes personnages et qu'on puisse s'y attacher. Parce que si je partais dans un récit historique, alors là, j'allais vérifier même la forme de la louche avec laquelle on pouvait faire la tortilla et si l'huile d'olive était pressée à froid ou pas. Et je me serais perdue encore plus dans mes recherches que ce que je l'ai fait. Ah, ça, c'est un des risques quand on écrit un livre un peu historique. Et finalement, ça t'a permis de trouver une vraie liberté d'écriture et de te focaliser sur tes personnages. Oui, 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 parce qu'il y a ceci de fascinant dans l'histoire revisitée que on peut tomber dans un puits sans fond de sources puisque on a toujours envie de découvrir de plus en plus. Et je ne voulais pas que ça devienne une excuse pour ne pas écrire. Donc, Qu'est-ce que je t'as me fait? suis dit, inventons, parce que je suis de toute façon une autrice de l'imaginaire, donc je suis toujours beaucoup plus à l'aise avec l'imaginaire qu'avec les récits plutôt réalistes ou historiques, parce que sinon je vais toujours tout vérifier. C'est plus facile pour moi de faire à ma sauce, parce que de toute façon, ce que je veux raconter, c'est l'histoire de deux personnages qui n'ont probablement pas existé en l'état. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Pour vraiment embarquer le lecteur dans une aventure. Alors, Céline me demande si Agostina fait des gâteaux avec de l'histoire dedans. C'est Agostina Avec ou c'est... pardon? Elle fait des gâteaux avec de l'histoire dedans, en fait. Je sais pas si elle parle de Agostina ou de toi. Ah, d'accord. Ouais, c'est Alors, passion gâteau. Agustina, c'est un peu mon arrière-grand-mère fantasmée aussi, Oui. c'est-à-dire un condensé de tout ce qu'on m'a raconté de cette femme qui était analphabète, elle savait pas lire, elle savait pas écrire, mais par contre, elle, euh, elle racontait des histoires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma maman se souvient que elle lui donnait à manger et en fait, elle faisait exprès de mettre des cliffhangers pendant le repas en faisant un chantage en disant si tu ne finis Ah, je t'entends plus. pas ton assiette, je te raconte pas la suite. Ah, Agustina est une mère de substitution qui est très nourricière. Et ça peut être aussi moi, quoi, en fait. voilà, ce que Céline a retenu, elle dit qu'elle pétrit l'histoire en parlant de la façon de faire. Je pense que c'est une image qui lui plaît Ah, beaucoup. bah voilà. Ah oui, voilà, je suis sur le bon salon. Je vous vois maintenant, je vois les commentaires. J'aime bien cette image, Céline. Je crois que je vais me l'approprier, que je pétris l'histoire. Voilà, souvent je lis les questions du chat, parce que comme j'enregistre en même temps la conversation et que bon, tout le monde enfin, sur l'appli YouTube, on n'aura pas accès au chat. Ah oui, Oui. que chimère. Très intéressant ce terme d'allégorie politique. On revient un peu en arrière. On a un bouquin au boulot qui rentrerait pile dans ce moule aussi, et tout le monde fait des ronds de jambes pour pas le qualifier de fantaisie. Je le transmettrai à mes collègues. Ah. Ah, En ça. fait, au départ, on était parti sur fantasy. Mais on avait peur avec mon éditeur que ça donne une mauvaise idée pour les amateurs de fantasy, parce que par exemple, il n'y a pas un brin de magie. Oui. C'est un monde inventé, mais il n'y a pas un brin de magie, il n'y a pas une créature qui soit fantastique. Il n'y a pas les codes de la fantasy et on y a beaucoup réfléchi en fait parce que il y a un peu de différents ingrédients, mais on n'arrivait pas. Par exemple, la Gabrielle Kay, c'est clairement de la fantasy parce qu'il va vraiment injecter de la magie, des créatures, réinventer des choses que moi pas du tout. Donc c'était pas pour masquer le fait que c'est de la fantasy et dire que c'est de la littérature générale un peu déguisée, un peu comme on en voit, voilà, comme un certain prix Goncourt ou comme un certain Cormac McCarthy, La Route, qui est du post-apo, mais effectivement, on fait des ronds de jambes pour dire que c'est la littérature générale. C'était vraiment pour ne pas décevoir les lecteurs de fantasy, parce que mon éditeur, c'est ActuSF, donc son catalogue est assez étendu dans Jérôme les genres de Vincent. l'imaginaire. Voilà. Du coup, c'était vraiment pour ne pas que le lecteur se trompe en achetant la machine et en pensant à lire un roman de fantasy où il n'y aurait pas le minimum des ingrédients. Et c'est vrai que pour ne pas mentir sur la marchandise, on a préféré une allégorie plutôt que vraiment le terme fantasy. Mais après, ça dépend de chaque personne parce que j'ai des lecteurs acharnés de fantasy qui me disent mais si, ça rentre dedans. Je dis ok, d'accord. Et d'autres qui disent non, non, c'est de la littérature générale. Et d'autres qui disent non, non, c'est de la dystopie. Donc je suis un peu perdue dans toutes les étiquettes, j'avoue. Ah Si bah, vous en avez une à proposer, moi je suis preneuse. Ça me faciliterait la vie. je n'ai pas d'étiquette à te proposer, en fait. Mais oui, dystopie, pourquoi pas.
Après, c'est vrai que le problème une fois que tu as écrit ton roman, une fois qu'il est publié, il ne t'appartient plus vraiment, quoi. Chacun se Voilà, c'est ça. l'approprie et donne l'étiquette qui lui convient. Et c'est intéressant parce que allégorie politique, j'y aurais jamais pensé, d'autant plus que je me disais, mais moi je suis pas du tout assez accurate, justement, j'ai envie de redire, assez pertinente pour parler de politique en fait. Et quand je reçois des messages de personnes qui l'ont lu et qui me disent, mais ça c'est un roman anarchiste, c'est absolument génial, ça c'est un roman historique, ça c'est un roman de témoignage, et du coup je me dis, tiens, c'est intéressant de voir ce qu'on fait par-delà ce qu'on a fait. Et comme tu dis, que le roman ne nous appartient plus, et ce qu'il en est retiré des lecteurs, c'est absolument riche. Oui. Et puis c'est souvent très surprenant. Enfin, Céline dit que de toute façon, on peut coller n'importe quoi comme étiquette. Elle a déjà dit que je faisais de la fantaisie. Ouais, tu peux dire de la fantaisie urbaine, Céline, si tu veux. On peut peut-être parler de fantaisie rurale, parce que ton histoire se passe à la campagne. Mais pourquoi pas? J'aime beaucoup. Fantaisie rurale. Oui, j'aime beaucoup parce qu'au tout début, quand j'étais vraiment aux prémices du projet, où au départ, je m'étais dit ça va être un roman pour les 12-15 et ça va être juste les enfants en fait qui sont en train de vivre. Ce sera de la dystopie rurale. Ah ouais, tiens. Ben oui. Je m'étais dit ça, ce sera une dystopie rurale. Et en fait, voilà, ça a évolué. On reste quand même dans le petit bout de la lorgnette, enfin l'histoire vue par des particuliers, des gens tout à fait normaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de superstition? Parce que je sais qu'en Espagne, enfin dans les campagnes et tout, il y avait beaucoup de croyances. C'est la même chose en France d'ailleurs. T'as pas été tenté de faire jouer un peu de magie? Il y aurait eu moyen, parce que j'ai longtemps réfléchi à comment est-ce que je peux insuffler de la magie. Et je pense, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que Anergique de Célia Flo a réussi à faire de la fantasy là où moi je me suis butée à une impossibilité, à mon impuissance face. Je pense que dans son roman, je ne l'ai pas encore lu, ceux qui produisent la magie ont l'interdiction de l'exercer. Mhm. Et ceux qui peuvent utiliser la magie qui est produite par l'autre, justement, ce sont les gens qui arrivent à l'acheter. Et enfin, c'est pas la magie, c'est l'énergie dans son roman. Et du coup, je me suis dit, tiens, là, c'est vraiment très intéressant. Je me suis procuré récemment pour le lire. Je pense que j'aurais pu aller vers quelque chose comme ça. Après, Mais j'étais tellement braquée sur les deux frères. bah, en même temps, c'est important, il faut se focaliser sur les personnages. C'est à eux qu'on s'attache en général quand on lit un roman, quoi. C'est comme ça qu'on aime une histoire, c'est justement quand on aime les personnages. Moi, c'était vraiment ma priorité, c'était qu'on aime les deux frères dans ce tome. Qu'on aime autant Vian, qui est le cadet, qui est plutôt réservé, qui est dans l'obéissance, qui est pour l'honneur de la famille, pour faire une carrière militaire comme son grand-père, et qui est plutôt rangé, et qui surtout voit dans la carrière militaire une bonne occasion de servir sa famille tout en étant très 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 loin d'eux. C'est pas innocent. Et de l'autre côté, Andrés, qui est flamboyant, qui est engagé, qui lui est capable, est un très bon orateur, désobéit tout le temps à son père. Est-ce que c'est plus pour lui désobéir pour ses convictions, ou est-ce qu'il a choisi ces convictions-là pour mettre son père en pétard? Tout ça est très intrigué et très intriqué. Donc j'avais envie qu'on puisse s'identifier aux deux, et je n'ai pas pu je n'ai pas pu m'empêcher de mettre une backstory à ces deux enfants, qui est donc une intrigue. Donc on a un point de vue sur Vian, toute une intrigue, le point de vue sur Andrés, toute une intrigue, et parsème ces deux lignes, une ligne dans le passé qui va un peu expliquer comment on en est arrivé là. Je trouve assez judicieux. C'est important d'avoir un arc narratif pour chaque personnage. Et des fois, on se sent pas obligé d'écrire un background, mais pour une histoire familiale comme ça aurait été difficile de passer à côté. En fait, pour ce qui est des backgrounds et des flashbacks, je dis toujours, parce que je suis aussi conseillère en écriture, c'est que... Pardon? On va peut-être y venir justement sur ce sujet. Ah oui, voilà. C'est que je dis toujours, quand on met une intrigue dans le passé, une ligne dans le passé, il faut, c'est obligatoire, que cette intrigue ait sa propre progression,
apporte son lot de surprises, vienne confronter les lignes du présent en les chamboulant, en créant de la surprise, du suspense. Parce que si c'est juste descriptif, en fait, elle peut être intégrée dans le présent en forme de souvenir, par exemple. Oui. Mais la maestria des trois intrigues temporelles qui se mélangent, c'est la série This Is Us, où en fait, c'est une série qui est pour le moment disponible sur Disney+, où en fait, on a des lignes dans le présent et une ligne dans le passé, et elles viennent tout le temps se contredire, en fait, et provoquer chez le spectateur des surprises. Si la ligne du flashback est un flashback et ne provoque rien, en fait, c'est juste décoratif. Et ça, c'est dommage, parce que c'est ce qui fait ralentir le récit. Oui, c'est ça, il faut que ça fasse avancer quelque part, qu'on comprenne mieux les choses ou qu'on découvre un nouveau point de vue et une nouvelle façon de lire l'histoire. Voilà, exactement. On est dans un kaléidoscope, le puzzle est en train de se refaire juste pour le spectateur, pardon, pour le lecteur dans ce cas-ci, ce qui donne en fait, ce qui nous donne une jouissance terrible parce qu'on a l'impression de tout voir et du coup d'avoir envie vraiment de savoir que les personnages sont peut-être à deux doigts de se réconcilier s'ils osaient s'avouer ce qu'ils ne s'avouent pas mais que nous on sait. Enfin bref, je m'emballe. Ça et le suspense. Alors, Céline disait, est-ce que potentiellement ça aide à comprendre la guerre d'Espagne? Ce à quoi Tim V a répondu, je dirais oui que ça aide à comprendre, mais que partiellement, évidemment. Il vaut mieux avoir Wikipédia à côté, par exemple, ou mieux, chercher des livres sur cette guerre. La machine de... Mais c'est Tim! Mais c'est Tim! Mais oui! Tim, mais oui! Ah là là! Oui, Tim est une personne extraordinaire que j'ai pu rencontrer grâce à mon roman précédent, Les Ombres d'Esver, qui est un aficionado. Tim, dans le dictionnaire espagnol, ça veut dire un fan, quelqu'un qui est vraiment très... Parce que Tim, en fait, pour la petite histoire, est néerlandophone. Il lit en français. Il est parfait bilingue. Il est incroyable. Et donc... il m'a fait prendre conscience, par exemple, que j'utilisais plein de mots en espagnol dans la machine, dans le tome 1, mais qu'il n'y avait pas la traduction de ce que ça voulait dire. Donc, je l'utilisais de manière très organique. Alors, est-ce que ça peut aider à comprendre la guerre d'Espagne? J'ai entendu et lu beaucoup de lecteurs et de lectrices qui me disaient que ça leur avait donné envie d'aller s'intéresser au sujet. Et qui ont du coup après lu des auteurs espagnols qui ont écrit des romans historiques ou vu des documentaires, etc. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Enfin, surtout que là, dans ton livre, on a un témoignage direct, finalement, en suivant ces deux personnages. On n'a plus forcément, parce que la plupart des personnes qui ont connu la guerre d'Espagne ne sont plus là. Et je pense que c'était quand même important que tu redonnes une nouvelle voix, finalement, à ces événements. Oui, et en même temps, en Espagne, c'est un sujet assez délicat. On en parle beaucoup dans le respect du témoignage, de la formation sourcée, parce que ça fait encore énormément de débats à l'heure actuelle, puisque après la mort de Franco, il y a eu une amnistie nécessaire et générale, avec un refus d'aller juger qui, quoi, comment, pour reconstruire le pays. Une amnistie qui est aujourd'hui remise en cause par les nietos, par les petits-enfants des gens qui ont vécu la guerre d'Espagne. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est ma génération, en fait, pour justement avoir besoin de se réparer autour de la vérité. Et le roman a fait l'objet d'une traduction en espagnol par une traductrice, une étudiante qui l'a pris comme objet de mémoire et qui m'a dit que c'était tout à fait déboussolant et intéressant parce que c'était une guerre d'Espagne, mais qui était vue d'un angle éloigné à la fois géographiquement et historiquement, enfin, les points de vue du temps, parce que c'était vu par une petite fille d'immigrés, en fait. D'accord. Donc, avec un double, comment est-ce qu'on appelle ça? Un double filtre, en fait, au final, qui permettait un imaginaire là où peut-être quelqu'un qui est resté en Espagne ne se l'aurait pas permis. Pardon. J'ai pas l'impression qu'ils ont fait beaucoup de films sur la guerre d'Espagne en elle-même. Quelques films qui se passent sous l'ère de Franco, mais en Espagne, c'est très délicat parce qu'il y a encore des familles qui se déchirent autour de choses qui se sont faites ou pas faites. Donc c'est assez délicat d'aller investiguer. C'est peut-être
pas un hasard que ce soit des gens qui soient un peu plus éloignés ou voire étrangers, comme Ken Loach, qui raconte la guerre d'Espagne d'un prisme différent. Oui, ou Guillermo del Mais Toro. oui, exactement, Guillermo del Toro, exactement. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'en publiant ce livre, j'ai rencontré d'autres petites filles, pour le coup, c'est des filles aussi, d'autres femmes qui sont petites filles d'immigrés espagnols et qui en ont fait l'objet de leur travail aussi. Il y a Maite Molina Marmol, qui, elle, est une chercheuse en sociologie, qui justement s'intéresse à la mémoire qui est transmise chez les familles espagnoles depuis l'immigration de 1960 en Belgique. Et il y a Cathy Alvarez, qui, elle, est plasticienne et qui crée, en fait, sur la transmission de la mémoire à travers les photos. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant de voir que, en fait, la première génération a fui, la deuxième génération s'est adaptée, la troisième cherche à comprendre. Est-ce que tu penses que c'est une mécanique assez courante dans ce genre de situation? Oui, je pense que ça peut s'adapter. Voilà, le problème technique est arrivé, comme dit Chimère. Ça y est, Voilà. on peut perturber ce Triska. Super, merci Chimère. Tu as cité pas mal de, enfin, tu as cité des films, séries télé. Tu travailles sur des scénarios de films et séries, il me semble. Oui, tout à fait. Je suis lectrice professionnelle. Ça s'appelle conseillère littéraire. Alors, non, je ne conseille pas les personnes sur des choses à lire en bibliothèque, ce qu'on croit souvent. Ce qui pourrait être très sympa, hein. J'en connais qui font ça comme métier et c'est super. Documentaliste, mais aussi bibliothérapeute, je trouve ça génial. Mais mon travail à moi, conseillère littéraire, c'est de recevoir un texte en cours de travail et d'en faire un diagnostic. Donc, à la fois script doctor, mais un peu différemment. Enfin, je suis aussi script doctor, mais je suis aussi des projets au long cours, notamment pour la RTBF, qui est donc la première chaîne publique belge, et qui a un département fiction où sont créées des séries par des scénaristes. Et du coup, mes collègues sont donc des scénaristes qui écrivent des scénarios, et moi, je suis leur première lectrice, et j'interviens comme bêta-lectrice, si vous voulez, à chaque étape du travail. Oui, parce que c'est pas du tout la même chose d'écrire un scénario et d'écrire un roman, quoi. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Même si la pluralité des outils et la variabilité des outils dramaturgiques fait que je me sers de beaucoup d'outils de dramaturgie pour le scénario, pour mes romans. J'écris plus vite et j'écris mieux depuis que je travaille de cette manière-là sur les longs métrages et les séries. Mais c'est certain que c'est une autre, il y a rien à faire, c'est un autre langage. Un scénario, ça va être une partition qui va être distribuée entre des centaines d'intervenants différents, entre les comédiens, le réalisateur, le monteur, le mixeur, évidemment tout ça décliné au féminin, excusez-moi. Évidemment aussi les costumes, la lumière, tout le monde va lire ce scénario qui va être une partition, mais au final, ce qui va arriver à l'écran, c'est un travail collaboratif. Et un roman où on n'a que nos mots pour embarquer le lecteur. Oui, c'est vrai que à première vue, c'est un métier très solitaire. Enfin, du moins, c'est toujours l'image d'Épinal qu'on a de l'écrivain tout seul devant sa machine à écrire ou l'écrivaine toute seule devant son ordinateur. Mais il y a quand même aussi une collaboration essentielle avec l'éditeur, quand le boulot est bien fait en tout cas. Enfin, faut communiquer beaucoup, c'est lui qui te donne des pistes aussi de temps en temps. Et Oui, je pense que c'est vraiment une alliance en fait. oui, ah, c'est ça. Et toi-même, tu es devenu un petit peu coach littéraire, histoire que les C'est un auteurs peu ne sont pas tout seuls. C'est un peu ça, mais je trouve qu'il manque, honnêtement, je trouve qu'il manque et encore, là, depuis 10 ans, ça se popularise et c'est absolument génial. Tous les endroits où on peut avoir accès à des outils dramaturgiques et comprendre que non, le génie littéraire ne nous traverse pas de la tête jusqu'aux doigts pour écrire un texte qui est intouchable et qui révèle de l'inspiration divine, qui relève de l'inspiration divine, pas du C'est tout. encore un autre mythe. C'est autre chose. J'ai l'impression que c'est encore tenace, mais je suis surtout entourée d'écrivains et d'écrivaines en fait qui travaillent comme moi, comme des artisans. Oui, Céline, la lumière divine. Peut-être qu'il faut allumer des cierges, mais il faut faire attention. Petite senteur pain ou une petite senteur vanille, je ne sais pas, ça peut aider. Mais je pense vraiment qu'un texte se travaille et se retravaille.
et qu'il n'est pas intouchable et que là pour le tome 2 de La Machine, j'ai fait mon découpage en chapitres et je l'ai fait lire à un scénariste avec qui je travaille depuis des années sur sa série. Et c'était bonheur de faire 3 heures de travail sur la déconstruction de ce qui n'allait pas et comment trouver des pistes pour bétonner le truc, quoi. Ça reste mon texte, bien sûr, mais d'avoir une oreille attentive et quelqu'un qui peut donner un avis objectif, c'est priceless. Et j'ai la chance de faire ce boulot des deux côtés, donc c'est chouette. Bah, tu vas cramer des mamies qui doublent dans les fils au supermarché, Céline. Ok. Chacun sa Bravo. méthode. C'est déjà tout un roman en soi. Oh bah, elle écrit ces trucs, elle. Mais bah oui, c'est ça qui est important en fait quand tu veux être auteur, je pense, et autrice. C'est ce que tu conseillerais peut-être à ceux qui débutent, c'est de mettre leur orgueil de côté, avoir assez d'amour propre pour présenter son texte, mais en même temps avoir suffisamment de recul et d'humilité pour accepter les remarques des autres quand elles sont constructives. Mais oui, et je trouve que c'est ça qui est absolument magnifique, c'est que alors évidemment, il faut trouver les bonnes personnes. Ça, il faut trouver les bonnes personnes et les bonnes oreilles. Il faut pas donner son texte à n'importe qui. Je dirais que quelqu'un de professionnel ne va jamais vous dire c'est mauvais. Jamais quelqu'un de professionnel va dire c'est très bon ou c'est très mauvais. Quelqu'un de professionnel va pouvoir dire voilà ce que j'ai ressenti en lisant et je pense que ça peut se bétonner de telle ou telle manière. Mais avant toute chose, cette personne doit vous dire qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Parce que je commence toujours quand je travaille avec un auteur ou une autrice, c'est demander c'est quoi ta note d'intention? Qu'est-ce que tu veux faire? S'il y avait un article qui sortait sur ton texte demain, qu'est-ce que tu voudrais que le journaliste en ait compris ou le lecteur, la lectrice, le blogueur, la blogueuse? Parce que un texte peut prendre 10 000 directions différentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la direction que veut donner l'auteur ou l'autrice d'abord pour pouvoir aiguiller le travail en ce sens. Et pouvoir dire, comme ça m'est déjà arrivé, tu veux faire un page turner? Le problème, c'est qu'on se fait chier sur les 150 premières pages. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour rendre l'effet plus pertinent que tu veux donner? Parce que là, il y a des redondances, les personnages ne sont pas actifs. Comment est-ce qu'on fait? Et alors, on réfléchit comme ça. Si la personne m'avait dit je veux faire quelque chose d'itératif, redondant et où le lecteur est contemplatif, j'aurais dit banco, ça marche. Ça marche. On se fait... Alors c'est contemplatif. C'est risqué, oui, mais il y a des gens qui ont des démarches un petit peu artistiques spéciales. Ce que j'adore, c'est quand on me dit, surtout en série, c'est quand on me dit, mais ça n'existe pas encore en série. Et j'ai envie de dire, mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que ça n'existe pas encore? Peut-être que ce n'est pas une super idée, parce que si personne n'y a pensé, s'il n'y a pas de référence possible avec d'œuvres existantes, peut-être qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Il faut quand même réfléchir. C'est ça aussi, et puis il y a un autre défaut en tout cas des apprentis auteurs et autrices, c'est de vouloir à tout prix faire d'écrire quelque chose qui n'a jamais été fait, alors que finalement tout a été raconté de diverses manières. Voilà, je pense, c'est qui disait tout a été dit, tout a été écrit, mais comme personne n'écoute jamais, autant recommencer, quelque chose comme ça. Je me demande si c'est pas quelqu'un comme Boris Vian, il faudrait vérifier ça. Mais en fait, il faut pas vraiment chercher à faire original, il faut faire singulier. Et ça, c'est la différence. Original, c'est se démarquer en tout point par plein de choses qui divergent. Par contre, être singulier, c'est raconter quelque chose, peut-être qui a été raconté 10 000 fois, mais par notre propre prisme. Et comme nous sommes tous uniques, et je ne veux pas faire du développement personnel à 2 balles, mais comme nous avons tous nos propres expériences et nos propres angles sur les thématiques de la vie, nos expériences, etc., alors ça peut devenir singulier. Surtout que c'est ça, nous avons notre propre voix, notre propre façon de voir les choses, et c'est peut-être le premier conseil que tu donnerais à un auteur qui débute, c'est de mettre un peu de lui-même, quoi. Ah mais complètement, enfin je veux dire, je suis très intéressée par tout ce qui est appropriation culturelle et tout ça, tout simplement parce que j'ai commencé par ça. J'ai écrit une trilogie il y a 10 ans, ne sachant pas, n'ayant pas de mots pour qualifier ce que j'ai fait, je savais pas, mais il y a une partie, c'est une trilogie qui se passe dans un futur post-apocalyptique, il y a une partie qui se passe dans le nord de l'Europe et une partie qui se passe en Afrique. D'accord. Et quand j'ai des hémisphères. Voilà, c'est ça, les chroniques des hémisphères, effectivement. Et où on va suivre vraiment 2 personnages principaux, un personnage dans le nord et un personnage dans le sud.
Et en fait, ce n'est que récemment que je me suis dit, mais en fait, j'ai complètement fait de l'appropriation culturelle de la culture burkinabé. Merci Nelly. C'est exactement ça. C'est mon premier roman que j'ai eu Que c'est trop énormément de plaisir. Voilà, j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. J'ai mis 10 ans à faire cette trilogie. J'ai commencé quand j'avais 18 ans. Elle est sortie 10 ans plus tard. J'ai mis beaucoup t'étais d'affect. jeune. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, avec les outils que j'ai maintenant, je me suis complètement approprié la culture burkinabé alors que j'ai passé un mois au Burkina Faso dans ma vie, quoi. Même si je me suis entourée de lecteurs burkinabés et tout ça qui m'ont. Mais à l'époque, si vous vous souvenez, Internet, c'était pas comme maintenant, hein. On était sur MSN et une fois sur deux, ça coupait au Burkina, donc c'était très compliqué. Mais donc tout ça pour dire que je me suis rendu compte que c'est de l'appropriation culturelle. Donc c'est un roman une trilogie que je ne renie pas, mais que je ne défends plus spécialement. D'accord. Mais par contre, je me suis dit, tiens, il y a tout ce courant, on ne peut plus écrire sur rien, mais en fait, on est tellement riche en tant qu'individu qu'il y a tellement de thématiques qu'on peut aller chercher en soi et avec le biais de l'imaginaire, le transformer pour en faire un récit universel, que c'est infini en fait au final. Comme tu l'as su faire avec La Machine en y mettant beaucoup de ton histoire. Voilà, c'est ça. Ou encore plus précédemment, Les Ombres d'Esver, qui est un huis clos entre une mère et une fille. Là, pour le coup de très personnel, ça y va, quoi. Sauf qu'avec le vernis de l'imaginaire, j'ai pu vraiment m'amuser à aller exploiter plein de thématiques qui me sont propres, quoi. Donc j'ai l'impression que, en fait, plus on va dans ce qu'on a envie de dire, ce qui nous donne envie de hurler, ah voilà les chroniques les ombres des vers, dans ce qui nous donne envie de hurler, dans ce qui nous constitue, dans ce qu'on a envie de transmettre aux autres, plus on est conscient de ce qu'on veut raconter et plus on a de portes qui s'ouvrent de la manière de faire, quoi. C'est très perché ce que je raconte. Non, je pense que c'est pertinent. C'est comme Ça toujours, va. puiser au fond de soi, puiser dans sa culture. Enfin, de toute façon, il faut se faire déjà sa propre culture. Voilà, moi à la RTBF, on dit souvent aux auteurs, scénaristes, quand ils remettent un texte qui est en train d'être un peu tiède comme ça, ils ont envie de faire plaisir à tout le monde et donc ça ne ressemble plus à rien, Ouais. on leur dit, il faut aller dans vos tripes. Qu'est-ce qu'il y a dans vos tripes? Soyez, quand il est tout seul, on dit soit tripal, soyez tripot. Et non tribaux. Voilà. Ah bah c'est bien ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Enfin, ou une dernière question, parce que oui. Et d'ailleurs, Chimère, je ne sais pas quel est votre régime alimentaire, mais en Espagne, il y a carrément des livres entiers de gastronomie qui cuisinent des tripes. Voilà, ma grand-mère, elle a une super... parce qu'on mangeait tout à l'époque dans les bêtes, il fallait rien gâcher, et donc il y a même des recettes sur les tripes. Oui, comment les anciens plats de pauvres deviennent des mets gastronomiques recherchés. Exactement, exactement. T'as la même à Marseille et en Bretagne et partout, quoi. Ok, ben en tout cas, si vous avez des questions à poser, ben allez-y, shoot. Ah ben voilà, Tim. Merci, Tim. C'est une chouette présentation sur la trilogie. Ben merci, Tim. Je mettrai ça en lien. En France, on mange presque tout sauf les pieds de chaise. Céline et sa passion de la bouffe. Ah oui, bien évidemment, une question essentielle du Chimère. Quid de la recette de tortilla? Alors, comment est-ce que je vais résumer ça? Il faut presque autant de patates que d'huile. Une poêle très 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 chaude. Une poêle très 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 chaude. Donc découper en petits morceaux les pommes de terre. Moi, ma préférée, c'est avec les oignons et les épinards. Les œufs pour que ça enrobe bien le tout. Ensuite, attendez, parce que je suis perturbée par vos blagues. Ensuite, de glisser. On m'a dit c'est une façon de. Je vais dire à Jérôme Vincent que peut-être le livre de recettes d'Agustina, ça pourrait être sympa comme ex libris pour la sortie de la machine 2. Mais carrément, là on prenne Céline pour qu'elle mette des recettes de gâteaux à la fin de ses romans. Il n'y a pas de raison que tu mettes pas de recettes de tortilla à la fin de tes. Mais tellement.
Donc, versez toute la préparation dans la poêle au bas, aux bords qui sont bien hauts pour avoir le côté un petit peu arrondi de la tortilla. Je suis en train de faire les gestes, mais vous ne me voyez pas. Et surtout prévoir une assiette assez grande de la taille, en fait, une assiette de la taille de la poêle pour pouvoir retourner votre tortilla. C'est ça le secret. Donc, c'est génial. Et il y a des accessoires qui existent avec une petite poignée, un retourne tortilla. Mais il y a aussi le gazpacho, il y a aussi las migas, il y a aussi les lentilles. C'est un truc que je vais réfléchir quand même. Seules les poignées hispaniques réussissent à retourner de tortilla. Oui, et il faut beaucoup d'expérience parce que moi, je ne réussis toujours pas. Il va falloir que je fasse un petit stage chez ma maman pour qu'elle me remette un petit peu la main parce que là, Je crois que tu t'es un peu trop belgifiée, c'est pour ça. oui, c'est ça. Par contre, le gazpacho, je le tiens bien, les lentilles aussi, plein de choses. C'est déjà ça. Et comme d'habitude, on termine avec de la bouffe. C'est comme si on avait invité Céline ce soir. Ah ben voilà. Eh ben c'est cool. Bah, merci beaucoup Katia. C'était très intéressant. Merci pour ce chouette moment. Merci pour votre invitation. Bah, merci à toi Et d'avoir vos accepté commentaires. et d'avoir discuté. Et puis, ben, c'était très chouette. Pour ton actualité, on te retrouve à Trolls et Légendes ce week-end. Oui, qu'est-ce que je me réjouis alors d'aller à Trolls et Légendes sur le stand d'Actu SF. Et puis, ce sera un petit vol jusqu'à Rennes pour l'Ouest Hurlant. Et enfin, les Imaginales. D'accord. Voilà. Ok, bah, ce sera déjà un printemps bien rempli. Oui, j'avais hâte et je me réjouis de voir les lecteurs et de revoir les auteurs, etc. Donc, ben, génial, Chimère. J'espère qu'on se verra à l'Ouest Hurlant. C'est la première fois que je viendrai à Rennes. Donc, voilà. Ah, c'est très chouette. Et les Bretons sont super. J'en doute pas. comme les Ah, Belges, ça, je ils n'ont sais. pas peur Ça, du je coude. sais. Exactement. Et du lever de bouclier non plus. Donc, c'est top. Ah oui, mais je suis allée en Erasmus en Espagne, donc je disais à Cadix. Et en fait, au final, je me suis retrouvée la seule Belge, mais avec une bande de Bretonnes où on s'est amusé pendant 1 an. Et même si j'étais la seule Belge, la seule liégeoise, c'est finalement elles qui ont toutes adopté le oufti régional, qui est quelque chose qu'on dit pour tout, en fait, pour dire oufti qui fait chaud, oufti j'en peux plus, c'est notre putain, en fait, c'est oufti. Donc voilà. Fallait que je finisse par parler de Liège, comme ça vous voyez le melting pot qui est mon identité. La liégeoise en force. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Katia. C'était vraiment très sympa. Merci à vous aussi. Et j'annonce la prochaine lectrice pour le mois prochain. Elle est là. Oui. Elle parle de tortilla. C'est Chimère qui nous lira un de ses textes. Ah, génial, super. Donc c'est tous les 13 du mois, si j'ai bien compris. Chouette. Tout à fait. J'ai pas peur de la superstition. Non, c'est bien. Je me suis mariée un 13 aussi, donc voilà. Voilà, c'est bon signe. Oui. Eh ben, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, et puis encore merci pour votre accueil. À bientôt. Salut.